c'est dangereux. C'est très dangereux parce que la loi donne au président de la République toutes les prérogatives dans le fonctionnement d'un pays. C'est très important. Et je voudrais insister dessus pour revenir à ce que vous avez posé comme question concernant la liste nationale électorale que revendique. Qui n'a toujours pas été publiée. Je commence par. Pas fait mention. Oui, je commence par. J'évoque ce que le RMS, les procédures du RMS. Je voudrais dire que elles peuvent être intéressantes, mais elles sont maladroites. Je vous prends un exemple simple. La dernière procédure concernant la cour d'appel. La loi est claire dessus, l'article 81 alinéa 3. En cas de rejet de la demande, par exemple, l'ECAM doit s'adresser au conseil électoral. C'est ce que la loi dit. En cas de rejet, dans l'article 81 alinéa 3, en cas de rejet de la demande, l'intéressé peut former un recours devant la cour d'appel du ressort d'élection qui statue en dernier ressort. Le mot-clé, l'expression clé ici, c'est en dernier ressort. Dernier ressort signifie qu'il y a eu un premier ressort. Maintenant, vous et moi avons fait le secondaire, nous apprenez les niveaux de juridiction. Quelle est la juridiction qui vient avant la cour d'appel? C'est le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que vous trouvez normal, vous trouvez vraiment logique qu'une cour d'appel statue par rapport à sa hiérarchie juridictionnelle. Ça n'a pas de sens. Du coup, on leur poserait la question simple. Quel était le premier ressort vers lequel ils se sont d'abord orientés pour qu'ils aillent en dernier ressort? Ils ne sont allés nulle part. Le premier ressort, c'était le Conseil constitutionnel. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait des plateaux, j'ai fait des débats, et on vous montre une correspondance du président de l'ECAM, du Conseil électoral, qui répond au professeur Maurice Kamto, président du MRC. Quand vous regardez cette correspondance, la correspondance vient du cabinet du président. Origine, on met la élection Cameroun, cabinet du président de l'ECAM. Je vous lis ce que la loi dit. La loi électorale, article 21, la 4 alinéa, je l'ai lu rapidement. Les décisions du Conseil électoral sont prises par consensus. Ou, à défaut, à la majorité simple des membres, c'est-à-dire que le Conseil doit se réunir. Oui. Le président parle seul dans cette lettre. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. 2. La présence des 2/3 des membres au moins est nécessaire pour valider des délibérations. Vous avez le conseil parlait là-bas, c'est le président qui parle. 3. Les réunions du conseil électoral donnent lieu à l'établissement du procès verbal signé du président et du secrétaire. La correspondance est signée uniquement du président et ce n'est pas un procès verbal. Donc quand moi je vous ai dit, je suis journaliste, je suis là pour la restitution de la vérité. Il n'y a pas eu respect des procédures. Tout ce qu'on fait là, c'est de l'enfumage. Et je suis désolé d'utiliser cette expression, mais ça correspond à cela. Au niveau des deux parties, justement. L'autre partie, on doit lui poser des arguments pertinents. Une procédure pertinente pour qu'elle agisse. Or, cette procédure pertinente n'est pas faite. Donc, on ne peut pas dire qu'elle floue les gens. Elle est en train de flouer. On a écrit à une personnalité de façon individuelle. Elle a répondu de façon individuelle. Par contre, moi, j'invite les téléspectateurs et les populations à faire cet exercice qui est aussi important. Dans votre revendication qui est pertinente, moi, je me suis posé 3 questions simples. Première question. Est-ce que nous avons 365 circonscriptions électorales qui correspondent aux communes? C'est 365 circonscriptions où on publie des listes électorales, n'est-ce pas, locales. Est-ce que quand vous faites la somme de des inscrits là-bas, est-ce que c'est contradictoire du chiffre que l'ECAM dit? C'est la première question que vous devriez poser, apporter des éléments pour les mettre en difficulté. 1. De 2, il est dit que les étrangers sont en train d'être enrôlés. Il est plus facile d'identifier un étranger dans une zone de proximité que d'avoir une liste nationale. Parce que dans la liste nationale, vous êtes à Yaoundé, vous ne saurez pas qui est étranger ou non. Or, c'est le gars du Nord qui est votre représentant, qui est censé connaître qui est un étranger. Quels sont les étrangers qui ont été identifiés? C'est là où je suis obligé d'interpeller les médias qui ont lu le communiqué du MRC, qui ont relayé le communiqué du MRC. Vous allez chuter, s'il vous plaît. Oui, en disant que il y avait des étrangers qui étaient inscrits. Moi, je ne vois aucune enquête. Parce que lorsqu'il y a une affirmation comme celle-là,
l'obligation journalistique voudrait que si je publie cette information, je dois également enquêter pour aller voir si ce que j'ai publié était fondé. Voilà. Monsieur à ma droite venait de préciser que nous avons été remerciés par une démocratie que monsieur Paul Biya nous a offert. Moi, je voudrais m'inscrire en faux parce que, rappelez-vous, il y a eu des marches dans ce pays, il y a eu des morts pour qu'on arrive à ça, et je crois que c'est le vent de la perestroïka qui fait basculer tous les pays dans la démocratie, et notamment l'Afrique. Donc on ne peut pas aujourd'hui le dire de façon péremptoire comme ça, que c'est le président Paul Biya qui nous a donné la démocratie. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons que cette démocratie n'est pas effective. Donc nous continuons à nous battre, on continue à faire des efforts colossaux pour arriver à une démocratie acceptable, parce qu'on n'atteindra jamais la perfection. Maintenant, pour répondre à votre préoccupation qui est celle de savoir la méthodologie que nous adoptons sur le terrain pour les inscriptions, je vais vous dire de prime abord, madame, que l'engouement que nous rencontrons aujourd'hui sur le terrain est de plus en plus élevé par rapport à ce que nous avons vu les années antérieures. C'est-à-dire que à chaque fois que nous descendions sur le terrain, on avait des difficultés à faire sortir les Camerounais pour s'inscrire, parce que c'était complètement désintéressé par la chose politique, du fait de tout ce que nous avons vécu par le passé et qui continue encore à frustrer certains qui jusqu'ici sont toujours réticents, qui ne comprennent pas que le jeu partout autour de nous soit assez simplifié et assez partagé par les acteurs, et qu'au Cameroun ça devient, n'est-ce pas, un jeu confisqué par quelques personnes. Donc les inscriptions, certes, avancent, mais avec énormément de difficultés. Ce que nous faisons sur le terrain, je vais aller tout droit au but là maintenant, c'est que le MRC fait ce qu'on appelle la pré-inscription, le pré-enrôlement, c'est-à-dire en tant que coordinateur de l'unité qui, n'est-ce pas, l'unité mobile, parce que quand on parle d'unité mobile, ça veut dire que nous allons de département en département. On ne travaille pas dans un seul département précis. Nous allons partout où le besoin se fait ressentir et nous descendons avant. S'il est prévu, après qu'on ait reçu le calendrier préétabli par Elecam et les représentants des partis politiques notamment, nous descendons avant pour sensibiliser les populations, pour leur dire que Elecam sera à tel point, tel jour. Parce que nous nous sommes rendus compte que avant cela, Elecam sortait et pouvait être dans un endroit, je vais vous dire sincèrement, nous avons des difficultés parce que la collaboration n'est pas très parfaite, disons-le sincèrement, parce que c'est comme si certains n'ont pas intérêt à ce que les Camerounais s'inscrivent. Donc quand ils venaient quelquefois, ils se mettaient dans des endroits difficiles d'accès et presque cachés. Donc nous aujourd'hui, nous essayons de les amener à comprendre qu'il faut aller vers les points les plus visibles, les plus ouverts aux Camerounais, et nous descendons dans les quartiers pour les sensibiliser un jour avant. Et le matin donc, du jour où les Cam arrivent, nous mobilisons avec nos mégaphones, nous descendons dans les quartiers pour dire enfin, les Cam est là, sortez vous inscrire. Donc vous donnez la localisation des le lieu précis, et nous descendons, nous ratissons dans les quartiers jusqu'au départ de Elecam. Si Elecam doit travailler de 9h jusqu'à 15h, nous sommes sur le terrain, dans cette tranche d'heure-là, sans laisser le moindre coin. Nous faisons le travail dans le coin et recoin pour sortir le maximum de personnes possible. Et par la suite, des Camerounais s'inscrivent. On voit donc cette joie qui déborde au niveau d'Elections Cameroun, Serge Gauthier Onanina, parce que l'organe en charge des élections pense avoir plus ou moins atteint son objectif du premier trimestre de l'année. Mais est-ce que derrière cette inscription massive, cette mobilisation, il n'y aurait pas un message à faire passer? Ou bien, on va dire quoi, un certain désespoir des Camerounais, ou bien un engagement, une mobilisation à vouloir que les choses changent? C'est un peu cela, mais avant, je voudrais revenir sur deux choses importantes. La première, c'est que les gouvernants, les dirigeants, dans une démocratie, sont le choix volontaire du peuple. Ils sont des délégués, des représentants délégués de la population. On n'a pas à les remercier parce qu'ils font leur travail, premièrement. Deuxièmement, le discours de la BOL et l'aide au développement sont la condition pour que l'Afrique connaisse la démocratie. C'est-à-dire que pour que la démocratie arrive, parce qu'on nous dit, si vous n'acceptez pas la démocratie, lors du discours de la BOL, vous n'avez plus d'aide au développement. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a apporté ça. C'est-à-dire, il a dit, c'est la conséquence de la chute du mur de Berlin. Donc, il faut qu'on arrête de donner l'impression que c'est quelqu'un qui s'est levé, nous a fait une faveur, alors qu'il est même notre représentant et qu'il a des comptes à nous rendre.
quand on a fini de le dire de façon objective, on revient à votre question. Ben écoutez, il y a la prise de conscience, parce qu'il y a, vous l'avez dit, quelqu'un l'a dit, il y a eu une désaffection de la chose politique au Cameroun à un certain moment. Les gens n'y croyaient plus, mais il y a un espoir qui semble être rené à cause, par exemple, ou grâce à ce qui s'est passé au Sénégal. Il y a le rêve sénégalais qui a créé un sentiment, un engouement, mais il y a également le digital, l'arrivée du digital et notamment des réseaux sociaux qui favorisent facilement la mobilisation en termes de délai dans les actions, en termes de capacité à communiquer de façon instantanée, contrairement aux médias classiques qui coûtaient de l'argent aux gens parce qu'il fallait aller dans un plateau, dans une chaîne de télé, de radio ou la presse écrite et ça coûtait de l'argent, alors qu'avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on connaît, Facebook, WhatsApp, ça coûte rien du tout et que de façon instantanée, comme pendant le printemps arabe, on peut mobiliser les gens en 1 heure, en 30 minutes et avoir donné l'information précise et exacte de façon très détaillée. Il y a cela. Il y a également que, on l'a dit, il y a un sentiment de dégagisme. Les gens commencent à croire au changement. Ils se disent, l'enjeu, il y a une question d'enjeu. Ils se rendent compte qu'il y a un enjeu. Nous sommes à la fin d'un mandat, mais également d'un régime dont le leader est vieillissant. Il a un bilan. Il y en a qui sont pour la continuité de ce bilan et de ce régime, il y en a qui sont pour la rupture. Donc, les enjeux sont intéressants et chaque parti donc se mobilise pour pouvoir ne pas être seulement spectateur. Et il faut dire que 2025 est une année très charnière. C'est pour ça que les statistiques en termes d'engagement d'inscription sont plus importantes. Maintenant, est-ce que le message est satisfaisant de la part de l'ECAM? Est-ce qu'il y a matière à se contenter? J'ai envie de dire non, parce que la diaspora a fait face à des écueils. Il y a des ambassades dans lesquelles les bureaux les inscriptions ne sont pas possibles parce que la technologie n'est pas disponible, mais pas également parce que on n'a pas toujours ouvert les bureaux. Il faudrait que l'on donne la possibilité à nos citoyens de la diaspora qui ont la nationalité camerounaise de pouvoir voter, de pouvoir d'abord s'inscrire. Et puis de pouvoir voter, on espère que les partis politiques, la société civile, les médias également vont mettre suffisamment assez de pression à cet effet à l'organe de régulation pour que de 210, de 45% pour ce premier trimestre, on en soit peut-être même à 70% pour le second trimestre, en sachant que la diaspora ne se sera plus plainte de ce qu'elle semble être écartée du processus. Au niveau des Camerounais, il y a un objectif, et même des partis politiques de l'opposition, bon, les partis politiques en général, il y a un objectif qui s'est fixé, celui d'atteindre les 8 millions d'inscrits. Au moins cette année, même si le cap n'a pas été atteint l'année dernière, l'année 2024. Est-ce que cette année, tel qu'on voit, tel qu'on analyse, on évalue l'engouement qui est observé autour de l'opération d'inscription sur les listes électorales, on pourrait arriver d'ici août 2025 ou peut-être avant la clôture anticipée de l'opération d'inscription sur les listes électorales, atteindre ce nombre-là de 8 millions d'inscrits. Vous y croyez? C'est réalisable? C'est raisonnable selon vous? C'est raisonnable et c'est même possible, sauf qu'il faut toujours se rappeler, Madame Maillot, que avant le vent de l'Est, qu'a souligné mes co-discutants, mes co-panélistes, il y a que le RDPC était déjà créé en 1985 au congrès de Bamenda, le 24 mars. Nous nous apprêtons d'ailleurs à célébrer le 40e anniversaire de ce mouvement démocratique. Dans 10 jours. Dans 10 jours, exactement. Et vous voyez bien qu'on était loin du vent qui a été indiqué par mes amis tout à l'heure. Donc il y avait déjà une volonté de bâtir, d'abord au sein de notre famille politique, l'idée de la concurrence. L'idée, n'est-ce pas, d'un paradigme nouveau, n'est-ce pas, dans le paysage politique national. Ensuite, vous vous rappelez que le chef de l'État avait indiqué, lorsqu'il était interviewé par un journaliste, sur ce qu'il voudrait qu'on retienne de lui. Il avait rappelé qu'il voudrait qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie et la prospérité à son pays. Donc, nous pensons que s'il y a encore des efforts à faire dans le volet prospérité, au niveau du volet démocratique,
On a des grandes avancées, on a des grandes réformes qui ont été engagées par le chef de l'État, en l'occurrence la création d'un organe autonome tel qu'est l'ECAM. Cette création n'a pas été imposée par un vent quelconque ou alors par une intervention de qui que ce soit. C'est par la volonté constante du président de la République de léguer au Cameroun un pays démocratique, inclusif et des élections transparentes, sereines, dans la sécurité et dans la paix, dans l'intérêt de tous les citoyens. C'est d'ailleurs pour cette raison que la doyenne d'âge, l'Assemblée nationale, l'a présenté le mardi dernier comme le père de la démocratie au Cameroun. On parle bien du président de la République. C'est incontestable, Madame Mayo, c'est incontestable, sauf à faire dans la mauvaise foi. Maintenant, le RDPC est pour que on aille même au-delà des 8 millions, parce que justement, nous souhaitons à cette prochaine consultation électorale consolider davantage notre emprise électorale et battre nos adversaires comme toujours à la régulière, de façon transparente, de façon inclusive, de manière à ce que justement la légitimité mais aussi la légalité du chef de l'État ne souffre d'aucune contestation. Donc nous sommes prêts, comme l'a rappelé le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à poursuivre le combat, sauf que nous avons une stratégie différente de nos adversaires. Nous avons une stratégie qui, à l'habitude du chef de l'État, ne s'appuie pas sur la gesticulation et le bruit. Vous savez qu'il a toujours dit, la gesticulation n'est pas synonyme de vitalité. Donc nous avons un travail à faire, mais dans l'ombre, parce que c'est également ça notre force, dans la discrétion, dans le silence, parce que le silence est d'or. Et maintenant, contrairement à mon voisin du MRC de gauche, nous ne sommes pas dans la logique d'inscrire le tout venant, c'est-à-dire d'aller dans n'importe quel endroit et commencer à aller chercher les gens dans leur maison, etc. Mais pourquoi tous les Camerounais n'ont-ils pas le droit de s'inscrire sur les listes électorales? Non, ils ont le droit, nous sommes d'accord, mais il ne nous revient pas d'aller partout et n'importe où. Nous avons choisi une stratégie ciblée, celle qui consiste, n'est-ce pas, à renforcer les électeurs, les potentiels électeurs acquis à notre famille politique. Ça veut dire qu'au-delà de notre appareil politique, de nos militants et militantes, nous ciblons les sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les amis du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les soutiens du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est vers eux que nous travaillons davantage, parce qu'il n'est pas question d'inscrire pour inscrire. Et le reste du monde n'a qu'à se débrouiller. Non pas n'a qu'à se débrouiller, mais nous travaillons d'abord à consolider notre base électorale, et maintenant on s'est rendu compte qu'au-delà des militants et de sympathisants, certains sympathisants qui s'inscrivent sur les listes électorales et font confiance au chef de l'État dans les élections antérieures, il y a beaucoup de sympathisants aussi qui parfois, n'est-ce pas, ne s'inscrivent pas, restent dans leur coin et pensent que la victoire est déjà acquise. Il y a de nombreux amis et de nombreux soutiens au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, souvent des partis alliés, comme l'UNDP, l'ANDP, le G20 et autres, de la société civile même, bonne partie de la société civile, admiratifs du candidat national du RDPC aux élections présidentielles, mais qui souvent se disent que, au regard de notre forte machine et notre enracinement territorial, il n'est pas question, il n'est plus nécessaire d'y aller à cette population-là, à cette catégorie d'amis du RDPC, de soutien de leur disons, il faut aller vous inscrire, il faut aller parce que nous pensons que rien n'est gagné d'avance. Nous sommes un parti qui respecte ses adversaires et qui n'a jamais sous-estimé, malgré n'est-ce pas, son enracinement territorial qui est indiscutable. Nous pensons qu'aucune victoire n'est acquise d'avance. Voilà pourquoi nous mobilisons au maximum ce champ d'admirateurs, d'amis et de sympathisants qui parfois restent chez eux en estimant que le RDPC a certainement une longueur d'avance sur ses adversaires. Nous leur disons non, il faut rester vigilant et il faut donc aller concrétiser, n'est-ce pas, toute l'admiration que vous avez pour notre parti dans les urnes, parce que c'est dans l'une que les voix comptent et non dans les pensées des uns et des autres. L'un des adversaires du RDPC, c'est justement le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun,
qui voit son contentieux avec Elections Cameroun rester vraiment en suspens. Pas de suite après la sortie du Conseil constitutionnel, après la sortie de la Cour d'appel du centre, les deux institutions qui se sont déclarées incompétentes pour contraindre l'ECAM à publier la liste électorale nationale conformément à l'article 80 du Code électoral. Augustin Kouepo, est-ce que le non-respect de cette disposition, au moment où on active, on mobilise ses troupes pour appeler les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, ne peut pas constituer ou bien représenter un frein dans cette démarche? Merci pour la question, madame. Mais je vais vous faire remarquer les contre-vérités de M. Pelé. Il vient de nous dire à l'entame de sa deuxième intervention que quand ils créaient le RDPC, ils avaient déjà des ambitions de démocratiser le Cameroun et tout ça. Moi, je voudrais rappeler à mon jeune frère qu'ils n'ont jamais créé un parti politique. Au congrès de l'UNC à Bamenda, ils ont transformé l'UNC en RDPC. Ils n'ont jamais déposé les statuts, les documents pour obtenir la légalisation normale comme un parti politique devrait le faire. Il faut que cela soit clair dans la tête des Camerounais. Donc, c'est des gens qui passent régulièrement de contre-vérité à contre-vérité. Il vient là de vous citer une pléthore de choses qui concourent, n'est-ce pas, à parler de la démocratie. Les paroles sont une chose, mais les faits en sont une autre. On ne peut pas aujourd'hui dire que le Cameroun a atteint 30% de démocratie. Au vu de ce que nous avons, vous les journalistes, vous êtes traités comme de moins que rien dans ce pays, alors que vous êtes le quatrième pouvoir. Nous savons que les journalistes ont été arrêtés, brutalisés, emprisonnés et même assassinés. N'ayons pas peur des mots. Dans une démocratie, c'est pas possible. Je vais vous dire, madame, quand mon jeune frère dit que les adversaires, ils vont les battre à plat couture, je dis bien et je pèse mes mots, si nous sommes battus à plat couture par qui que ce soit, en respectant la loi, nous allons remercier et féliciter le vainqueur. Tout simplement la loi, parce que notre leitmotiv reste le changement par la paix, et le changement dans les urnes et par la paix. Et cette paix englobe un tout, c'est-à-dire que quand les partis qui concourent à ce jeu-là se mettent ensemble pour dire la loi a été respectée, allons à la compétition, en ce moment-là, chacun est responsable de ses performances sur le terrain. Mais quand vous allez à une compétition qui est biaisée d'avance, c'est-à-dire que l'un des acteurs nomme les arbitres du foot, nomme les délégués du match, nomme même les spectateurs, vous comprenez que le jeu ne peut pas être libre. Et on ne peut pas venir s'en vanter en disant que nous sommes dans une démocratie donnée par monsieur Y. Non. Moi, je voudrais que si les gens ont, je ne sais pas, une ossature intellectuelle déséquilibrés par les problèmes alimentaires, il faudrait qu'ils aient au moins la décence de comprendre que nous sommes en train d'arriver là à une période extrêmement délicate de la vie de notre nation. Et il ne faudrait pas qu'on soit complaisant ou alors qu'on mette en avance les problèmes personnels. Il faut qu'on regarde froidement la situation du Cameroun et qu'on soit capable de dire la vérité. Aujourd'hui, nous réclamons qu'il y ait une liste, la liste nationale des inscrits. On trouve tout ce qu'il y a comme virage, subterfuge et autres, pour nous expliquer que non, il s'agit d'un fichier, il s'agit de cela et tout ça. C'est les moyens que nous utilisons pour ne pas aller à la compétition. Et en même temps, les mêmes disent que non, nous ne pouvons pas aller à la compétition. Vous voyez l'incongruité dans les propos de ces gens-là. Moi, je voudrais que, si nous sommes aussi sûrs qu'on va gagner, comme M. Pelé l'affirme, alors qu'ils appellent les acteurs, comme j'ai vu tout à l'heure en Côte d'Ivoire, oui, la Commission nationale électorale, appeler tous les acteurs pour s'asseoir autour d'une table, déposer la liste nationale de 2024-2025 et laisser à chacun apporter ses griefs. Et qu'ensemble, on regarde et on essaie de toiletter pour permettre à chaque compétiteur de se sentir dans son bon droit. Mais chez nous, vous voyez des gens qui disent qui ne sont qu'acteurs du jeu politique, qui donnent déjà le ton en disant M. Pelé sera arrêté, il ne sera plus seulement gardé pour quelque temps, mais beaucoup plus longtemps. M. Y ne pourra pas aller aux élections parce que nous pensons que c'est le monsieur qui est à gauche là qui est le président de ce parti. Vous voyez une cacophonie comme ça, ça prouve à ne plus s'en douter que nous sommes dans une
barbarie dictatoriale. Et ceci doit s'arrêter en 2025. Parce que, comme nous le disons, la paix est dans les urnes. Sachez très bien que quand vous êtes bousculé jusqu'au mur, même votre propre enfant, quand vous le tenez à la maison, vous le fessez dans tous les sens. Il continue à fuir jusqu'au mur. Il ne trouve plus le moyen de fuir parce qu'il est dos au mur. Il devient un explosif. Donc il cherche à vous renverser ou à vous casser la tête pour s'en sortir. Et vraiment, ne partons pas de l'étincelle au brasier. Je le rappelle toujours, parce que nous avons eu la chance, ou alors nous avons eu la malchance, c'est pas c'est vous qui allez qualifier, de vérifier, de voir les choses qui sont passées dans les années 90, où les indicateurs n'étaient pas encore complètement au rouge comme aujourd'hui. Il y avait encore des routes, il y avait encore quelques bribes d'emploi, il y avait encore de la lumière un peu, mais aujourd'hui, le seul parti qui nous réunit tous, c'est la malgouvernance et la misère à outrance. C'est-à-dire que du panier de la ménagère jusqu'au magistrat, tout le monde ressent la douleur de la malgouvernance. Et ce facteur doit être tenu en compte par tous les acteurs politiques parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus le MRC, c'est plus le RDPC, ce n'est plus le PCRN, mais c'est l'ensemble des Camerounais qui veulent en découdre avec un système qui n'a que trop raconté des choses qui ne font jamais. Depuis 43 ans, il y a des propos qu'on a assez tenus dans ce pays. Je l'ai souvent dit à M. Pelé, le champion, nous avait promis que dans un avenir très prochain, le délestage ne sera plus qu'un lointain souvenir. Il a cité Menvelet, l'homme Panga, Bankim et autres. Ça fait 20 ans, M. Pelé. Nous sommes dans le noir, nous sommes dans le ténèbre. Vous comprenez? Vous nous avez promis qu'on était au bout du tunnel. On ne sait pas de quel bout on se retrouve aujourd'hui. Vous nous avez demandé de plier les manches, de retrousser les pantalons, de serrer les ceintures et tout ça. Et aujourd'hui, c'est la pauvre ménagère qui n'est pas capable de remplir la moitié de son panier. Vous continuez à demander à vous faire confiance. Je crois que non. À un moment, l'échec, en réalité, n'est pas une fatalité. Mais c'est refuser de comprendre qu'on a échoué qui est une grosse bêtise. Donc, arrêtez de raconter les choses tout le temps. Mais le président de la République lui-même a demandé aux jeunes de s'exprimer au travers des urnes, pas au travers de la violence, d'armes et tout le reste. Des propos, madame, mais pas la réalité. Voilà, bon. On s'en tient à ce que le président de la République a réitéré le 10 février dernier. Serge Gauthier, je vous ai vu beaucoup écrire, prendre des notes. Qu'est-ce que vous écriviez ? Mais écoutez, moi je suis journaliste, oui. J'ai l'obligation de restitution de la vérité et l'obligation d'objectivité à défaut d'être neutre. Parce que la neutralité n'existe pas, même s'il y a une neutralité dite axiologique. Je commence par répondre à la question, est-ce que les chiffres peuvent monter? Il suffit que les acteurs concernés s'attaquent à deux cibles. 65% de la jeunesse camerounaise représente la population camerounaise. Maintenant, qu'elle soit électorale, c'est-à-dire un âge de voter ou pas, elle représente 65%. Ça veut dire que c'est un vivier important. Et les femmes également constituent un vivier important. Il faut les intéresser. Et moi, je pense que ceux de l'opposition, je suis pas leur conseiller stratégique, mais pourraient beaucoup travailler sur la question de la transition générationnelle qui ne vient pas, qui est devenue une promesse fallacieuse puisque le gouvernement est vieillissant et on ne voit pas beaucoup de jeunes. Mais à côté de l'opposition, il y a aussi la société civile. La société civile est haute. Voilà. Donc, voilà, la société civile travaille, mais elle n'est pas, au départ, elle n'était pas très impliquée, structurée aussi, mais aujourd'hui, ça commence à bouger. Dans tous les cas, l'engouement des citoyens oblige les acteurs concernés à se mobiliser. Je voulais également dire que invitez-moi si possible 10 jours dans 10 jours pour le bilan du RDPC. Je ne veux pas venir parler de ça parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Oui. Donc lutter, il faut dire que concernant la question de la loi électorale, c'est faire injure à ceux qui depuis pratiquement une décennie ou 2 ou 3 ont contribué ont lutté à ce qu'on passe des différents ONEL à ELECAM, à l'amélioration du code électoral, avec des revendications, avec l'implication des institutions internationales comme le Commonwealth, la francophonie et autres. C'est leur faire injure à ce plaidoyer, faire injure à ces revendications, faire injure à ces évolutions. Parce que vous savez que l'être humain par nature est conservateur. Et comme il est conservateur, personne n'est donc par principe démocrate. Il faut qu'on bouscule les habitudes des individus ou des personnes ou des systèmes pour que la démocratie, les choses évoluent. Donc on ne peut pas s'attribuer la paternité de quelque chose alors qu'on a vu une adversité à
à cet effet. Je voudrais également revenir sur le cas ivoirien. Moi, j'ai lu les 64 pages du code électoral ivoirien parce que je parle. La notion nationale n'existe pas là-bas. C'est la liste électorale. Il n'y a pas le mot national. Donc, on ne peut pas les comparer déjà la Côte d'Ivoire à nous. Et si vous voulez, on peut également lire à quoi correspond la loi. La liste électorale là-bas, c'est pas ce que nous qui attendu. Même si, et là-bas, on ne parle pas de publication, on parle de remise aux partis politiques. La concertation que vous niez existe. Le conseil électoral de l'ECAM, chaque année, fait une concertation avec les partis politiques, les acteurs de la société civile et l'administration camerounaise. Il y a peut-être 4 ou 5 mois, ils ont fait une concertation. C'est une concertation qui existe. Maintenant, il peut arriver qu'on conteste la légitimité de l'ECAM en se disant que ses membres sont nommés par le président de la République. Il faut faire également une différence entre le président de la République, qui est une institution, c'est-à-dire qui doit être au-dessus des forces partisanes, et le président national du RDPC. Est-ce que quand le président de la République nomme, c'est l'institutionnel qui nomme ou c'est le politique, c'est-à-dire le président d'une formation politique? C'est un débat que les uns et les autres doivent être capables de se poser en prenant la distance nécessaire. Sinon, ce sera biaisé. Sinon, on ne respectera jamais dans ce pays un président de la République. Sinon, moi, le prochain président de la République, je vais dire qu'il est partisan, l'autre, je vais dire que le président. Donc, finalement, le président de la République ne sera jamais personne à respecter. Mais en principe, c'est l'institutionnel qui devrait nommer et pas le partisan. Sauf que, en principe. Et c'est ce qui se fait. Sauf que dans le discours politicien, on voudrait noyer la fonction présidentielle dans la décision politique. Et c'est dangereux. C'est très dangereux parce que la loi donne au président de la République toutes les prérogatives dans le fonctionnement d'un pays. C'est très important. Et je voudrais insister dessus pour revenir à ce que vous avez posé comme question concernant la liste nationale électorale que revendique. Qui n'a toujours pas été publiée. Je commence par. Pas fait mention. Oui, je commence par. J'évoque ce que le RMS, les procédures du RMS. Je voudrais dire que elles peuvent être intéressantes, mais elles sont maladroites. Je vous prends un exemple simple. La dernière procédure concernant la cour d'appel. La loi est claire dessus, l'article 81 alinéa 3. En cas de rejet de la demande, par exemple, l'ECAM doit s'adresser au conseil électoral. C'est ce que la loi dit. En cas de rejet, dans l'article 81, alinéa 3, en cas de rejet de la demande, l'intéressé peut former un recours devant la cour d'appel du ressort d'élection qui statue en dernier ressort. Le mot-clé, l'expression clé ici, c'est en dernier ressort. Dernier ressort signifie qu'il y a eu un premier ressort. Maintenant, vous et moi avons fait le secondaire, nous apprenons les niveaux de juridiction. Quelle est la juridiction qui vient avant la cour d'appel? C'est le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que vous trouvez normal, vous trouvez vraiment logique qu'une cour d'appel statue par rapport à sa hiérarchie juridictionnelle. Ça n'a pas de sens. Du coup, on leur posera la question simple. Quel était le premier ressort vers lequel ils se sont d'abord orientés pour qu'ils aillent en dernier ressort? Ils ne sont allés nulle part. Le premier ressort, c'était le Conseil constitutionnel. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait des plateaux, j'ai fait des débats, on vous montre une correspondance du président de l'ECAM, du Conseil électoral, qui répond au professeur Maurice Kamto, le président du MRC. Quand vous regardez cette correspondance, la correspondance vient du cabinet du président. Origine, on met la élection Cameroun, cabinet du président de l'ECAM. Je vous lis ce que la loi dit. La loi électorale, article 21, la 4 alinéa, je les lis rapidement. Les décisions du Conseil électoral sont prises par consensus. Ou, à défaut, à la majorité simple des membres, c'est-à-dire que le Conseil doit se réunir. Oui. Le président parle seul dans cette lettre. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. 2. La présence des 2/3 des membres au moins est nécessaire pour valider des délibérations. Vous avez le conseil parlait là-bas, c'est le président qui parle. 3. Les réunions du conseil électoral donnent lieu à l'établissement du procès verbal signé du président et du secrétaire. La correspondance est signée uniquement du président et ce n'est pas un procès verbal. Donc quand moi je vous ai dit, je suis journaliste, je suis là pour la restitution de la vérité. Oui. Il n'y a pas eu respect des procédures.
tout ce qu'on fait là, c'est de l'enfumage. Et je suis désolé d'utiliser cette expression, mais ça correspond à cela. Au niveau des deux parties, justement. L'autre partie, on doit lui poser des arguments pertinents, une procédure pertinente pour qu'elle agisse. Or, cette procédure pertinente n'est pas faite. Donc, on ne peut pas dire qu'elle floue les gens, elle est en train de flouer. On a écrit à une personnalité de façon individuelle, elle a répondu de façon individuelle. Par contre, moi, j'invite les téléspectateurs et les populations à faire cet exercice qui est aussi important. Dans votre revendication qui est pertinente, moi, je me suis posé 3 questions simples. Première question, est-ce que nous avons 365 circonscriptions électorales qui correspondent aux communes? C'est 365 circonscriptions où on publie des listes électorales, n'est-ce pas, locales. Est-ce que quand vous faites la somme de des inscrits là-bas, est-ce que c'est contradictoire du chiffre que